Bonjour, je m'appelle Nicolas François, je suis l'administrateur du projet Patrimoine Québec. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que je vais vous faire un petit tutoriel de façon très conviviale, je vous avoue, euh, parce que je vous avertis que je ne suis pas un professionnel de la vidéo, je ne suis pas vidéaste, mais plutôt généalogiste d'indexation. Donc, c'est pas ma spécialité. On va faire ça entre amis. Et ce tutoriel-là est fait pour vous démontrer les fonctions, le fonctionnement et de la base de données Le Furteur. Et aussi, je vais vous donner quelques trucs pour que vous puissiez faire des recherches efficaces dans cette base de données-là. Qu'est-ce que la base de données Le Furteur? Euh, Premièrement, elle est accessible par le site internet principal, la page d'accueil de Patrimoine Québec. En fait, ça se trouve être deux bases de données qui sont disponibles là. C'est des bases de données qu'on appelle de filiation. Ça nous aide c'est un outil qui nous aide à faire notre généalogie comme il existe dans plusieurs autres sites. Euh, euh, la différence dans celle-là, c'est que vu que je suis un généalogiste d'indexation et que je fais plusieurs thèmes de recherche, on le constate je fais beaucoup de recherches au niveau du notariat, du patrimoine foncier, des cartes cadastrales, la toponymie qui peut aussi aider au niveau des actes paroissiaux, les patronymes, les pionniers qui sont arrivés au, à la Nouvelle-France et dans le territoire du Québec. Les Acadiens, les grands euh, mouvements d'Acadiens vers le Québec, le métissage autochtone avec les Québécois, les dossiers militaires, les gens qui sont devenus, qui sont arrivés même au Québec en tant que soldats ou de façon militaire et qui sont restés au Québec. Et aussi les grandes migrations. J'étudie les grandes migrations des Québécois vers les États-Unis et vice-versa. Donc, la différence qu'il y a avec les autres bases, c'est pas seulement des événements principaux comme la naissance, le baptême, le mariage, le décès, et l'affiliation, mais plutôt j'essaie d'indexer tout ce qui concerne l'individu, que ce soit son patrimoine foncier, son origine, les actes notariaux dans lesquels il a été, euh, qui a été inclus. C'est ça la base de données, le furteur. C'est un outil qui va devenir avec le temps très intéressant pour les chercheurs passionnés de généalogie comme nous le sommes. Donc, pour accéder à cette base de données-là, on a un signet ici sur la page d'accueil de Patrimoine Québec qui nous amène à la page d'accueil de la base de données. Euh, Premièrement, qui est important, c'est de pouvoir se connecter. Est-ce que ça coûte... si vous avez déjà un compte, bon, vous avez déjà votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, vous n'avez pas un, vous pouvez en faire la demande. C'est gratuit, c'est sans engagement, ça vous engage absolument à rien. Et les informations qu'on demande sont très vagues, c'est tout simplement un nom d'utilisateur, mot de passe. Qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est le commentaire qui est obligatoire aussi. Pourquoi ce que je trouve ça intéressant, c'est parce que chaque demande que les gens me font pour accéder à la base de données, je, euh, je les approuve moi-même. C'est pas automatisé. Donc, ça m'amène à vous dire aussi que si vous faites une demande euh, d'inscription à cette base-là, il se peut qu'il y ait un délai. C'est pas automatisé, donc c'est moi qui vais le voir. Si vous me le faites à 11 heures du soir, ben ça se peut que je dorme puis que ça aille au lendemain, ou si disons que vous me le faites dans une journée de la semaine, tandis que moi je travaille dans mon vrai travail rémunérateur, ça se peut que ça arrive à la fin de la journée. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est personnalisé, il n'y a rien d'automatique. C'est moi-même qui regarde les gens, puis que je vois vos intérêts, puis je trouve ça très intéressant.
Donc, si vous avez créé votre compte, vous avez déjà un compte, il faut seulement se connecter en premier. Ça va être notre première étape. Mais pour ma part, j'ai déjà fait, je nous ai préparé pour le bien de ce tutoriel un compte qui est démonstrateur. Fait que, on va se connecter. Par défaut, oups, ça, c'est OK. Par défaut, on tombe sur la page d'accueil un coup connecté. Je peux commencer par les trois petits signets-là que je peux vous expliquer. Euh, Mes pages, vous avez la page d'accueil. Bon, vous êtes dans une recherche et vous voulez revenir à la page d'accueil pour X raisons, vous avez ma page qui est ici et ça va vous amener à votre page. Vous voulez changer certaines informations de votre compte, changer de, je ne sais pas, vous changez de courriel ou quoi que ce soit, vous pouvez le faire par là. Personnaliser cette page, c'est tout simplement que les blocs, vous pouvez les changer un peu selon ce que vous désirez. Moi, je ne vous conseille pas de le faire parce que je l'ai déjà mis de façon à ce que ça soit le plus fonctionnel pour vous. Mais vous avez le droit de le faire, c'est pas interdit. Vous pouvez vous le personnaliser pour vous tout seul. Le langage. À l'inscription, on vous demande quel est votre langage que vous voulez, mais si vous désirez changer, c'est possible. J'ai mis anglais et français. Évidemment que des connexions quand vous avez terminé votre travail. Je vais me. Ici, oups, on va se mettre à la page d'accueil. OK. Maintenant, deuxième affaire, l'encadré ici, c'est les changements dans les 7 derniers jours. Euh, Comme je vous ai déjà dit précédemment, j'ai deux bases de données. J'ai la base de données le furteur des données fiables et j'ai la base de données des indices de recherche. Dans celle, je vais vous expliquer dans quelques minutes la différence des deux, mais dans celle des indices de recherche, il n'y a plus aucune modification ou ajout qui se fait dans cette base de données-là. Par contre, dans celle de données fiables, chaque jour, il y a des modifications, soit des modifications ou soit des ajouts d'individus qui se produisent dans cette base-là. Donc, les changements qui sont faits dans les 7 jours précédents, ils sont énumérés ici. Euh, Ça vous permet de facilement voir si vous avez déjà consulté des fiches d'individus, puis que vous voulez voir s'il y a eu des changements dans ces individus-là, ça vous le démontre là, ou certains ajouts. C'est informatif. Vous avez le cadre favori que je vous ai mis disponible. Si, disons, vous êtes en cours de recherche, vous êtes rendu à une certaine place, vous pouvez l'ajouter comme le personnage ou l'individu à un de vos favoris. Vous pouvez aussi ajouter des ancêtres que vous trouvez importants pour suivre les développements des recherches par rapport à cet ancêtre-là. Parce que les informations qu'on y trouve, vous savez, la base de données, le furteur, les recherches du projet Patrimoine Québec, c'est pas statique, c'est pas ça évolue tout le temps. Fait que des informations qui s'ajoutent sur certains individus qui sont que vous voyez présentement, qui plus tard il y aura des informations qui vont être ajoutées ou bien des sources qui vont être ajoutées. Donc, ce petit outil-là de favori vous permet de suivre vos ancêtres que vous choisissez de façon que vous favorisez suivre. Ensuite de ça, je peux passer aux signets, les 5 signets principaux. Vous avez, premièrement, le signet arbre généalogique, je m'excuse. Vous pouvez passer d'une base à l'autre. Donc, euh, quelle est la différence des deux? Bon, je dois vous avouer que, en fait, je ne veux pas vous l'avouer, je veux vous informer que la première base de données au début du projet Patrimoine Québec a été celle que je nomme maintenant indice de recherche. Comment elle a été construite? C'est que j'ai collectionné
euh, des recherches individuelles de personnes, des recherches que des gens ont faites, qui m'ont donné, qui en ont fait don pour le bien de cette base de données-là. C'est des recherches individuelles, des recherches personnelles. Des fois, c'est quelqu'un qui a fait des recherches sur une famille en particulier. Dans la plupart des cas, c'est les recherches généalogiques de la personne qui me l'a donné. Ça roue de pain, finalement. Euh, et toutes ces recherches-là, je les ai ajoutées de façon une par une dans cette base-là. Ça a donné une base de données qui maintenant, elle contient environ plus ou moins 2 300 000 individus. C'était à la base, moi, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais me constituer une grosse base pour aider les gens le plus possible, de façon rapide. Je me disais qu'après ça, j'allais faire le ménage là-dedans. Bon, parce que, évidemment, disons que j'ai eu environ presque milliers de donations de recherche. Et dans ça, ben, il y a eu des ancêtres qui étaient communs, qui sont devenus des doublons dans cette base de données-là. Et il fallait donc que je fasse du ménage. J'ai fait du ménage, on va dire, par exemple, que Abraham Martin on connaît Abraham Martin comme un ancêtre assez typique, assez important dans la généalogie, la démographie au Québec. Euh, il y en avait plusieurs, donc il fallait que je les scinde toutes. Et c'était un ménage que je voulais faire. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'au bout de 3 ans de, de travail sur cette base de données-là, je me suis rendu compte que c'était trop exhaustif, trop dur à faire, puis que ça créait des problèmes au niveau de la base de données elle-même, le, le, le moteur de recherche. Parce que, bon, prenons l'exemple d'Abraham Martin qui n'avait, on va dire, trentaine que j'ai scindé, ben ses enfants, de chaque trentaine que j'ai scindé, ils sont devenus tous les enfants du seul qui survivait, que j'avais laissé que j'avais scindé les 30 en un personnage. Et donc, ce personnage-là se trouvait à avoir 200 enfants et ça créait des problèmes de gestion au niveau du moteur de recherche. Donc, au bout de 3 ans, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est de créer une nouvelle, de repartir à zéro et de rentrer complètement une base nouvelle à zéro. Euh, Puis elle, je la nommerais données fiables et que sur elle, toutes les entrées qui seraient faites seraient des données qui sont soit de première source ou de deuxième source. Bon, j'ai laissé la base de données indice de recherche. On peut y aller pour vous montrer, mais il n'y a pas grand-chose à voir. Euh, j'ai laissé là parce que c'est devenu pour moi, puis j'ai cru bon le laisser là pour que ça devienne une base de données pour que, si disons, on est bloqué ou bien qu'on a besoin d'indices de recherche, ben c'est très utile parce qu'il y a quand même presque un millier de personnes qui ont fait des recherches auparavant qui se retrouvent là, puis que les autres, ils ont soit trouvé de façon bonne ou des fois ça peut être de façon mauvaise, mais ça peut nous amener à des indices de recherche quand on est bloqué quelque part. Ça va nous amener à des recherches qu'on doit sûrement prouver par la suite. Je l'ai laissée là et c'est pour ça qu'elle est là. Mais pour vos indices de recherche, c'est très bon. Celle-là que je travaille beaucoup maintenant, c'est la base de données que j'appelle données fiables. C'est elle qui est maintenant la base principale du projet Patrimoine Québec parce que tous les résultats des recherches que je fais sous différents thèmes ils vont se retrouver là. Elle est plus petite. Elle a je pense qu'on est rendu à presque 7000 individus. Oui, à quelque part, c'est un petit peu dommage parce que quand on veut faire des recherches, il va sûrement manquer des filiations, il va sûrement manquer des trucs. Par contre, si vous cherchez des informations sur un individu particulier,
puis que vous voulez développer cet individu-là, c'est une bonne base pour ça. Puis aussi pour l'affiliation, là. Euh, Parce que quand même, à chaque jour, on rajoute de l'indexation, soit de répertoire de mariage, de naissance, euh, le PRDH est une grande source euh, de, d'indexation dans ce. Autant le PRDH que le BMS 2000, c'est des bonnes grandes sources parce que à la base, c'est quand même la base de données de Le Furteur, c'est une base qui aide, c'est un outil de filiation. Donc, c'est ça qu'on veut en arriver. Euh, Fait que oui, elle est encore petite, mais à chaque jour, elle grossit. Donc, pour résumer, vous avez le choix d'aller entre les deux selon vos besoins. Vous avez le choix d'aller entre les deux bases de pardon, entre les deux bases de données Le Furteur. Données fiables ou indices de recherche. Ensuite, vous avez les trois icônes qui sont faites pour la recherche. J'y reviens tout de suite, mais avant ça, je vais vous expliquer l'icône histoire. Qu'est-ce que c'est ça? C'est à chaque individu qui ont une biographie faite principalement par le Dictionnaire biographique du Canada, je l'inclus dans la fiche individuelle de cette personne-là. C'est intéressant, c'est de la belle lecture. C'est accessible, ces biographies-là sont accessibles par cette icône-là, mais elles sont aussi attachées par la fiche individuelle de la personne. Fait que c'est là, on peut s'en servir, c'est le fun, profitons-en. Ensuite de ça, on a les icônes de recherche. Bon, sont thématiques. Vous avez liste. On va y aller assez brièvement, mais je vais vous faire le tour facilement. Vous avez la liste qui, elle, a différents thèmes de recherche. Vous avez branche. Qu'est-ce que branche? C'est ça le recherche à partir d'un ancêtre commun, un premier ancêtre. Je vais faire la démonstration avec la famille Lefrançois. Soyez pas surpris que je choisisse Lefrançois parce que je suis un Lefrançois. Donc, si j'écris le mot, le nom de famille Lefrançois, oui, c'est ça. On va l'afficher. On va me donner en premier le premier ancêtre le plus éloigné. S'il y aurait eu plusieurs branches de Lefrançois, je dirais plusieurs branches primaires, qu'on pourrait dire, il y aurait eu possibilité d'avoir plusieurs branches. Dans le cas de Lefrançois, il n'y en a seulement qu'une. Euh, Prenons par exemple, je sais pas moi, il y a la famille. Je vais en chercher une, là, mais je pense que la famille Côté elle a plusieurs branches. La famille Roy elle a plusieurs branches d'origine. C'est tout énuméré là. Dans cette recherche-là, vous allez avoir, à partir du premier ancêtre le plus éloigné, toute sa descendance, toute sa filiation présentée linéairement de cette façon-là. Euh, c'est un outil de recherche, disons que vous préférez cette manière de travailler là. Ça peut être bon dans quelques cas. C'est là pour ça. Après ça, dépôt d'archives. Dans la liste, dans nos sources, on regroupe les sources qu'on appelle des dépôts d'archives. Euh, Pourquoi? Pour tout simplement une méthode de classement pour faciliter les recherches. Si disons qu'on veut rechercher dans une source ou un groupement de sources. Comme vous pouvez le constater, je regroupe les actes paroissiaux de l'Acadie, de France, de Québec, de la province de Québec. Les greffes de notaire sont rassemblés par notaire. Euh, c'est plein de petites. Ça peut être intéressant. Là. Ça peut être. Euh, comment je pourrais dire ça peut être utile pour vous de le faire.
des recherches comme ça. On va prendre un exemple. J'ai le dépôt d'archives des collections des navires. Qu'est-ce que c'est les collections de navires? Souvent, pour les pionniers, j'essaie de trouver la date de leur arrivée et dans quel navire qui sont arrivés quand c'est identifiable. Si on clique dessus, vous allez arriver à différents regroupements de sources. Euh, Ici, bon, vous avez le titre de ce. Vous avez les titres, en fait, et la description de ce dépôt d'archives. Et c'est un regroupement de sources, euh, tout simplement, qui sont utilisées dans les fiches individuelles. Euh, c'est assez intéressant si vous voulez y aller explorer de cette façon-là, tous les navires qui sont. Ça, c'est un travail en cours, là. C'est pas terminé, évidemment. Je pense qu'on est justement rendu en l'année 1635, ça se peut-tu? On les voit. Oui, moi j'y vais de façon chronologique, donc je suis rendu à l'année 1635 pour ce dossier-là là, des navires, des collections des navires. Donc, le dépôt d'archives, c'est à peu près ça. Ensuite de ça, vous avez la recherche par famille. Qu'est-ce que la recherche par famille? C'est que les résultats vont vous donner un couple. On va reprendre l'exemple des Lefrançois. Puis c'est de façon, je vous dirais, index. Vous ne faites pas une recherche par nom, mais ben oui, par nom, mais vous ne l'écrivez pas le nom, mais ils sont énumérés ici. Prenons l'exemple justement de Lefrançois. Je vais y revenir souvent parce que bon, c'est celui que je connais le plus. On se demande bien pourquoi. Lefrançois ici, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va avoir un résultat d'une page des Lefrançois et on va pouvoir ensuite rechercher par les prénoms. On va aller à C, on va dire. Puis C, on va voir tous ceux qui portent le nom Lefrançois et qui ont un prénom qui commence par C. Vu que c'est un index par famille, donc couple, on va trouver des Lefrançois commençant par C, soit comme conjoint ou soit comme personne principale. Donc, c'est à ça que ça sert, ça peut être utile, vous pouvez être plus à l'aise de chercher de cette façon-là. Vous avez le même type de recherche, mais au lieu que ce soit des couples, c'est des individus. Exactement la même chose, sauf que les résultats vont devenir seulement, ça va sortir seulement des individus. Un instant, on va y aller. Et voilà, on va retourner à C, puis les résultats, ça va être tous les noms qui portent le nom de Lefrançois et que le nom commence par C. Bon, et petits détails qui sont intéressants, vous pouvez y aller de façon, vous pouvez classer tout ça par alphabétiquement, vous pouvez classer ça par naissance chronologique, lieu, décès, lieu du décès, même par âge quand on le connaît. Ça, c'est dans toutes les fiches de résultats, là, vous pouvez les classer comme ça. Bon, ça explique les individus. Vous avez aussi par lieu. C'est pas moyennement fonctionnel parce que je dois paramétrer beaucoup les lieux. Euh, la recherche par lieu, bon, ça va être assez rare. Là. Disons, vous voulez savoir combien d'individus est né, on va dire, par ici, en Nouvelle-France. La Nouvelle-France est taguée ici, là. Bon, mais c'est pas encore tout fait, là, mais ça s'en vient. Ça va devenir intéressant. Ensuite de ça, objets médias. Objets médias, je vais vous dire c'est quoi. C'est tout ce qui est lien vers des images des actes, les actes primaires surtout. Là. C'est les liens qui vont vers les actes primaires, les images d'actes primaires. Quelqu'un qui veut faire une recherche là-dessus, c'est un petit peu plus dur. C'est sous des thèmes, c'est sous des filtres, c'est assez vague. Moi, je n'utilise jamais ça. Je vous conseille pas vraiment. Je
pense pas que ça soit vraiment utile. Il est là, mais peut-être à un niveau exploratoire, vous pouvez l'utiliser. Et finalement, dans la liste, la recherche par liste, vous avez les sources. Les sources, c'est tout ce qui est qu'on utilise pour prouver nos événements. Euh, il y en a beaucoup, il va en avoir beaucoup. Sont très importants. Comme je vous ai montré tantôt, ils sont classés par dépôt d'archives, mais on peut y aller directement par source. Euh, il y a différentes sources qu'on utilise. Dans la source données fiables, c'est toutes des sources, soit primaires ou soit secondaires. Bon, qu'est-ce que je peux en venir à ça? Qu'est-ce qu'une source primaire? Une source primaire, c'est vous voyez de vos propres yeux l'acte ou l'image de l'acte finalement de, de l'événement que vous voulez consulter. C'est cette image d'acte-là, euh, ça a été rédigé normalement au moment de, de l'événement. C'est ça un acte primaire. Aussi, vous allez retrouver la base de données données fiables des sources secondaires qu'on appelle. Ça, c'est une deuxième génération. Donc, ça veut dire que la personne qui a fait la recherche, elle s'est fiée, puis elle s'est fiée sur une source primaire. Et ça a été, nous autres, on a pris cette information-là de cette personne-là. Donc, c'est une source secondaire. C'est important de vérifier ça parce que, bon, vous savez, là, une recherche généalogique, c'est comme une enquête, on va dire, policière. Puis on veut des preuves. Fait que les preuves pour un généalogiste, c'est beaucoup basé sur les actes paroissiaux, les actes écrits, tout ça. Donc, plus qu'on s'éloigne de la source primaire, moins bon que c'est parce qu'on peut générer de plus en plus d'erreurs par la transcription, par la transmission d'informations. Donc, dans cette base-là, base de données fiable, on n'utilise que des sources primaires ou des sources secondaires. Donc, on peut s'y fier quand même assez bien. Ça explique avec ça toute la liste de recherches qu'on peut faire par ce moyen-là. Vous avez calendrier. Bon, on peut faire une recherche par date. Bon, à quoi ça sert? Personnellement, je ne sais pas trop, à part mais que ça peut être intéressant. On veut savoir notre date de naissance, quel événement qui s'est passé, qui est relié à la même date de naissance que nous, ou l'année. On veut savoir ce qui s'est passé en 1795, qui est dans cette... qu'est-ce qui s'est passé à cette date-là dans notre base. Comme ça. Oh, ça n'a pas marché. Un instant. 95. Donc, on va voir des décès, des naissances. Ça va vous amener à ça. Bon, c'est plutôt intéressant que pratique, mais ça peut être ça. Ça peut être intéressant. Ensuite de ça, vous avez celle que je me sers tout le temps, la recherche générale. OK. Dans ça, je dois vous avertir fortement que je vous conseille là, très très fortement d'utiliser seulement recherche avancée. La raison, c'est que recherche générale... En fait, là, le script que j'utilise pour notre base de données, c'est très fiable. C'est un très bon script. Et il est même disponible gratuitement si, disons, que vous voulez y mettre vos données généalogiques personnelles. C'est juste que c'est basé web. Ça vous prend un site Internet. Puis ça s'appelle WebTrees. Moi, je ne suis pas un programmeur. Je l'ai personnalisé beaucoup. Fait qu'il est très personnalisé pour les besoins que j'ai pour le projet Patrimoine Québec. Mais il y a certains détails que je ne suis pas capable parce que moi, je suis généalogiste et non programmeur informatique. Donc, tout ça pour dire que j'ai jamais été capable d'enlever recherche générale qui fonctionne
les résultats ne fonctionnent pas bien quand on fait une recherche par ce moyen-là. Et recherche phonétique, ça ne fonctionne pas bien non plus. Par contre, recherche avancée, ben, ça fonctionne très bien. Puis c'est à ça que je veux vous amener. Euh, Quand on fait des recherches, allez simplement à recherche avancée, puis ça va tout le temps bien fonctionner. Vous avez plusieurs casiers disponibles selon les informations que vous détenez, que vous cherchez les gens. Bon, prénom de la personne, vous avez par le père, par la mère. Vous pouvez même ajouter des champs que vous avez besoin par ville, par n'importe quoi. La liste est longue. Euh, euh, les conseils que je peux vous donner, c'est que quand vous faites une recherche, ça ça se vous pouvez le faire là, autant sur la base de données, le furteur, que même vos recherches habituelles là, sur Google, on va dire. Bon, ben, soyez pas trop pointu dans vos recherches. Si vous cherchez, à moins que vous connaissiez vraiment exactement la graphie de votre recherche, euh, c'est tout le temps mieux d'y aller plus large comme recherche, puis avoir plusieurs résultats, puis pas passer à côté de l'individu que vous cherchez, que y aller très pointu, puis que vous n'ayez pas de résultats, puis que vous passez à côté de votre recherche. Là. Fait que quand vous faites une recherche, on va retourner, je vais vous donner un petit exemple. Pour une page je vais vous montrer une page de résultats, là, puis évidemment, je vais aller avec euh, ma famille, personnelle. On va aller Charles François. Je crois que je vais avoir plusieurs résultats. Fait que si on prend ça comme exemple, on fait la recherche, poup. Bon, vous voyez, j'ai plusieurs résultats. Même que j'en ai plus que 20. Si je fais tous, j'en ai 28. OK. Mettons-nous en situation que vous cherchez une personne qui s'appelle Charles Lefrançois. Vous savez un peu, on va dire que vous savez ses enfants, ou vous savez le contraire, là, ou probablement ses enfants, ou une date de mariage, tout ça. Comment le savoir ici? Vous avez le choix. Une méthode qui est plate puis qui est longue, c'est d'y aller cliquer sur la personne, puis vous regardez, ok, c'est-tu lui? Non, c'est pas lui. On retourne, puis on va faire le suivant. Bon, ça peut être long. Puis je vous avoue, moi, c'est pas la méthode que j'utilise, et je vous transmets un petit truc très facile. On fera pas les 28, mais disons que le résultat, il en aurait eu 5. Vous voulez savoir si un des 5 est celui que vous cherchez? Cliquez avec votre souris à droite, ouvrez le lien dans un nouvel onglet pour tous les personnages, sans les regarder. Ils vont tous s'ouvrir à côté. Ensuite, disons qu'on a fait les 28, on va en faire juste 5 pour cette fois-là. Regardez en cliquant sur le signet si c'est la personne que vous cherchez. Si oui, sinon, c'est pas. Vous pouvez fermer. Vous pouvez toutes les fermer jusqu'à temps que vous trouvez celui que vous vouliez. On va dire, ah oui, c'est celle-là. Youpi, continuons. C'est une méthode de recherche la plus efficace que vous pouvez faire quand vous utilisez la base de données Le Furteur. Pour ça, pour cette raison-là, je vous recommande de faire vos recherches de façon pas trop pointue, parce que si vous utilisez la méthode d'ouvrir le lien dans un nouveau signet, ça vous donne beaucoup d'options, puis ça va vous empêcher de passer à côté de la personne que vous recherchez. Beau petit truc. Maintenant, un coup qu'on sait qu'on recherche, qu'on a trouvé notre personnage, on va retourner là. On va tomber on va avoir un résultat, puis on va tomber finalement sur la fiche individuelle. Bon, j'ai choisi de vous montrer la fiche individuelle d'un personnage très connu, que tout le monde connaît. C'est Louis Hébert. Presque tous les Québécois ont ce personnage, cet individu, comme ancêtre, de façon indirecte, parce que Louis Hébert, il n'a jamais
son patronyme, bien qu'il y ait des Hébert, bien qu'il y ait des Hébert au Québec, là, mais c'est pas de façon directe l'ancêtre qui a je cherche mes mots, là, mais c'est pas ce Hébert-là qui a transmis le nom de famille Hébert. Donc, vous voyez, là, je vais vous donner un bel exemple. Là. J'ai fait une recherche avancée. Recherche avancée, là, vous avez tout le temps la cote ressemble à. Vous pouvez mettre le mot exact, ça. Moi, je laisse tout le temps ressemble à parce que ça me donne encore des plus grands résultats. Des fois, c'est un petit peu comme là, pourquoi que Louise Giffard est sortie. Bah, aucune raison, mais elle est là. Puis c'est parce que peut-être que Louise Hébert, bref. Pas grave. On a 3 Louis Hébert. On va faire l'exemple concrètement de recherche. On va ouvrir dans un nouvel onglet les 3 qu'on a trouvés. Et on va regarder celui qu'on veut. Est-ce que c'est lui? Ici, vous avez l'arbre interactif par défaut qui ouvre. Ça vous aide. Puis on sait que Louis Hébert a été marié avec Marie Rollet. Lui, c'est un Louis Hébert avec Anne-Marie Labauve. C'est pas lui. On va l'éliminer. On a Louis Hébert qui a été marié avec Flavie Dupuis. C'est pas lui. D'ailleurs, c'est en 1800. C'est dans les époques des années 1800. C'est pas lui. Par contre, ici, on a Louis Hébert qui est marié justement avec Marie Rollet. C'est le personnage qu'on veut. Et c'est ce personnage-là, cet individu-là, qu'on va utiliser pour vous montrer ce qu'est une fiche individuelle d'individu. Premièrement, vous avez ici l'encadré d'identification. Je vous avertis que l'identification que j'utilise, c'est tout le temps le nom qui est sur le baptême. Ou si on n'a pas l'acte de baptême, c'est le premier acte disponible qu'on voit. Ou au pire des cas, c'est la graphie usuellement acceptée. Dans ce cas-ci, je m'en souviens plus, mais je pense qu'on a l'acte de mariage seulement. Oui, c'est ça. Bref. Par défaut, qu'est-ce que je vais vous montrer, c'est que... on va descendre un peu, ça va nous aider. C'est l'arbre interactif. On a 4 signes ici. L'arbre interactif. Quand on ouvre une fiche individuelle, par défaut, on a l'arbre interactif qui est ouvert. Bon. Encore une fois, je vais vous avertir que les filiations ne sont pas tout le temps complètes parce qu'on rajoute, puis on rajoute de façon chronologique. Donc, les enfants, ils peuvent ne pas être complets. Si disons que vous voulez savoir tous les enfants de Louis Hébert, on va dire, là, par exemple, ben, il y a tout le temps moyen d'aller ici en bas, de me le demander. Nicolas François, je désirerais avoir, vous pouvez m'écrire un message, puis me demander certaines affaires. Est-ce que ça veut dire que je vais faire la recherche généalogique complète de votre arbre? Oh non, c'est impossible que je fasse ça. Puis ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis un généalogiste d'indexation, c'est ça mon dada. Et je ne fais pas de recherche, mais je peux vous donner des détails qui manquent sur certaines fiches ou des certaines choses que vous voulez savoir. Donc, pour revenir à nos moutons, dans cet encadré-là, à ce signe-là plutôt, c'est l'arbre interactif. On a ses descendants, ça peut nous aider. Au biais de ça, on peut aller directement vers des ancêtres qu'on veut connaître. Puis on peut aller vers leur fiche. C'est des liens qui vont vers leur fiche. Autant en ascendance qu'en descendance. Ça, on peut faire... c'est sûr qu'il y a plus de descendants, mais on va indexer ça à mesure. Ça, c'est pour le signet arbre interactif. Après ça, je passe par-dessus ça parce qu'on va y revenir, parce que c'est les faits et les événements, c'est le dossier le plus important sur un fichier individuel. Mais en attendant, je vais vous montrer famille. Famille, ça se trouve être la description, je vous dirais, de la famille proche. On a les parents de Louis Hébert, on a la famille du parent, du père avec sa... du père avec le deuxième mariage de son... En fait, c'est le premier mariage avec son deuxième mariage.
la famille de la mère, qui elle aussi s'était remariée, la famille de Louis Hébert lui-même avec Marie Rollet. On a toute la description. Marie Rollet qui s'est remariée, on a toute la famille proche avec les enfants, tout ça. On retrouve cette information-là et on la trouve aussi dans le navigateur familial qui se trouve être à côté ici. Toutes des aides à l'exploration d'un individu qui peuvent être utiles. On a même ici un dossier des, euh, des descendants, c'est différentes présentations qui vous aident à naviguer dans la famille de Louis Hébert. Ensuite de ça, on a le signet Google Maps, qui est aussi intéressant parce que lui quand c'est paramétré, parce que j'ai pas encore tout paramétré les lieux, mais de façon assez régulière, j'en ajoute. Là. Il y a, pour chaque événement qui sont nommés dans sa vie, c'est tagué. C'est tagué vers... j'espère que c'est fait, là, mais je pense que oui. Si on tag un élément, on va tomber dans un... j'ai tagué le lieu où est-ce que... Comme là, c'est sa naissance, je pense. Où est-ce que ça tombe dans... Même que, d'ailleurs, vous pouvez y aller au niveau de Google Maps, ici. Puis, habituellement, quand vous cliquez là, si je l'ai bien fait mon travail, ça va donner qu'on appelle en Street View. Le lieu, habituellement, je vais choisir, si c'est une paroisse, là, je vais choisir... oh, ouais, c'est ça. Il y a petit, on bug un peu, là. Bon, et voilà. Fait que... Ici, si mon internet peut se replacer, on va avoir des images moins floues, mais vous avez le Street View qui est ici. Bon, il semble pas se replacer bien, mais bon, on va fermer ça. Et voilà, c'est ça, c'est pour les lieux. Je trouve ça assez intéressant. Oh, j'ai sorti sans faire exprès, c'est lui. On va retourner. Et voilà. Bon. C'est ça. J'avais oublié de vous dire au niveau de l'identification que j'utilisais, oui, le nom de baptême. Les autres identifications que j'ai passé un petit peu trop vite dans les signets ici, mais ici, je trouvais ça important. Quand que c'est un petit je mets un titre, on appelle ça un titre, c'est son statut en fait. Si disons que c'est une personne qui est arrivée dans le territoire, un immigrant qui est de façon qui est arrivé pour y vivre, ben vous allez retrouver le titre d'immigrant. S'il est né ici, il n'y aura pas de titre. Mais si disons que c'est un métis, une personne issue d'un mariage mixte, ben ça va être écrit. Différentes choses comme ça. C'est une petite information qui peut être intéressante. Je nomme souvent la profession quand on l'a, quand ils sont cités dans divers actes. Je les cumule quand ils ont fait plusieurs choses, comme dans le cas de Louis Hébert, qui a été un apothicaire, un épicier, puis un cultivateur, évidemment. Je nomme aussi, dans ce cas-ci, il n'y en a pas, mais tous les prénoms qu'il y a à son acte de baptême, même si plusieurs n'ont pas été usuels. Je ne me fie pas à ce qui est usuel, mais bien aux actes de baptême. Puis, si disons, il y a un autre prénom qui a été utilisé, là, ben, je vais le mettre peut-être pas dans son prénom officiel, mais dans des options. La même chose pour les noms de famille. Des fois, il y a certains noms de famille, il y a différentes graphies. Ils sont toutes là. La principale est celle qui se trouve sur l'acte de baptême ou celle qui est usuelle s'il manque l'acte de baptême. Mais vous allez retrouver toutes les graphies dans la fiche d'identification qui a été utilisée, je vous dirais, au travers de sa vie.
La nationalité, dans ce cas-ci, c'est français. Ça pourrait être normand s'il vient de Normandie. Ça pourrait être différentes places. Je trouve ça intéressant tout simplement par curiosité. Donc, je le mets. Et son lieu de provenance, quand c'est un immigrant, évidemment, j'y inclus le lieu de provenance. Dans ce cas-ci, si Louis Hébert, il vient de la paroisse de Saint-Germain de l'Auxerrois à Paris. Ça, c'était pour terminer la case identification. Si on revient, on a déjà expliqué le signet arbre interactif. On a expliqué le signet famille, le signet Google Maps et aussi les navigateurs familial. Maintenant, on a le signet fait et événement plutôt, qui est très intéressant. Euh, J'espère que j'ai pas mal. C'est un bon exemple, je crois. Euh, de façon chronologique, les faits et événements vont relater toutes les choses qui se sont passées dans la vie de l'individu. Dans le cas de Louis Hébert, bon, on ne connaît pas sa naissance exacte. Par contre, on y nomme selon la source, qui dans ce cas-ci, j'ai pris l'information du PRDH. Euh, il est né vers 1575. J'ai tout simplement pris les informations de cette source-là. Qu'est-ce que cette source-là? Vous pouvez cliquer dessus, aller voir les informations plus exhaustives de qu'est-ce que la description de cette information-là. Dans certains cas, comme dans ce cas-ci, on a retrouvé l'acte de baptême, l'acte de mariage religieux de Louis Hébert et Marie Rollet. Quand c'est dans le cas d'actes de mariage ou d'actes paroissiaux qui proviennent de France, il y a une grosse recherche qui a été faite là-dedans. Il y a un travail d'image, il y a un travail de transcription qui a été fait, tout ça. Donc, ce sont les seules choses que vous allez retrouver qui coûtent quelque chose. Euh, Ça va, là, je pense que si vous voulez l'acheter, c'est pas très cher, c'est 1,34. Vous allez avoir l'image en haute définition avec une transcription euh, qui, euh, qui est incluse dans ça. Ça peut être des actes paroissiaux, mais c'est maintenant à cette heure, là, c'est rarement des actes paroissiaux. Ça peut être surtout des actes notariés avec l'image et la transcription. C'est différentes choses comme ça. Mais en général, les actes paroissiaux, comme par exemple tout ce qui est actes paroissiaux au Québec, en Nouvelle-France, c'est gratuit, c'est pointé vers l'image, quand que je l'ai indexé, c'est pointé vers l'image originelle. Je vais vous en donner un détail tantôt. Bon, il y a certains événements qu'on a. Des fois, là, comme dans ce cas-ci, là, j'ai pris des informations que je veux. C'est très rare que ça arrive. Là. Je mets Patrimoine Québec, puis je mets les qualités contestables. Parce que ça, c'est un événement qui s'est passé selon. Ça a été relaté par une lecture de biographie. Mais on n'a pas de. C'est l'histoire générale qui dit ça, mais on n'a pas d'acte qui le confirme. Euh, on a ici l'arrivée permanente que voyons, Louis Hébert est arrivé. Il est arrivé sur le navire le Saint-Étienne. Ça, c'est intéressant. Vous pouvez cliquer dessus pour voir quelle est cette source. Sur qu'est-ce que vous allez voir dans cette source-là? C'est, bon, le titre du navire, c'est évidemment dans le dépôt d'archives collection des navires. Vous avez la fiche de voyage, vous avez on dit tout, la description, quand que c'est certaines affaires, la provenance, de où qui venait, de la destination, et évidemment les recherches selon lesquelles on est capable de dire ça, qu'il est arrivé sur le Saint-Étienne. Et qui d'autre est arrivé sur le Saint-Étienne? Ben, on a tous les, euh, les individus qui sont arrivés via ce bateau-là. Ça, c'est pour l'arrivée de Louis Hébert euh, en Nouvelle-France. Ensuite de ça, si on fait le tour, vous avez. C'est quand même un bon exemple parce que on a
des, des actes de donation. Ça, c'est un autre exemple de... Ça, en fait, c'est un exemple de euh, d'acte notarié. Euh, ben, en fait, lui, c'est le fonds des intendants. C'est pas nécessairement un acte de notarié, mais il est possible de l'acheter. C'est 8,55. Tous les actes notariés que je vends, c'est 8,55 $. Ça comprend l'image de l'acte notarié qu'on a travaillé, qu'on a colorisé, que j'ai colorisé, et la transcription du document. C'est intéressant. Euh, dans le cas de Louis Hébert, c'est surtout des fonds de l'intendant. On a son décès. Euh, sa sépulture a été faite par. Sa sépulture a été faite le 25 janvier 1627. Et euh, la source, pour l'instant, c'est le programme de recherche en démographie historique, le PRDH, qui nous l'a dit. Ça n'a pas été indexé encore. Ça résume un peu. J'aurais aimé ça vous montrer. On peut regarder les enfants. Je pense que je vais avoir. En fait, qu'est-ce que je veux vous montrer, c'est. Ah non, les enfants sont. Ah ben, Guillaume Hébert, il y a eu des enfants qui sont nés en Nouvelle-France. C'est surtout ça que je veux vous montrer. Ah ben, vous voyez, le fils de Nicolas Hébert, lui, encore une fois, il est un acte notarié ici qui est disponible. On met tout le temps, quand, on, quand on a indexé des... euh, quand on a indexé des actes notariés ou des actes paroissiaux, on met les personnes qui sont impliquées dans l'acte. Des fois, comme ici dans ce cas-ci, on va voir que les liens de parenté des personnes, comme le beau-père, la mère, etc. Le mariage religieux, c'est un petit peu ça que je voulais vous montrer. Euh, un acte paroissial, ça c'est euh, ça c'est un exemple. Si on clique sur l'image, ça va vous amener à le bouton d'achat de cet acte-là, si vous voulez l'acheter. C'est parce que c'est disponible. Dans le cas d'un mariage religieux, quand c'est indexé, c'est gratuit. Là. Ça vous n'avez pas à l'acheter. Puis c'est ça que je voulais vous montrer, les actes notariés, les images primaires. Quand c'est rentré, encore une fois, on marque les témoins. Si ça aurait été un baptême, on marquerait les, euh, les parrains, le parrain puis la marraine. Tout ça. Si vous voulez voir l'acte de mariage, ben c'est facile, vous cliquez sur l'icône. Vous allez tomber, comme dans ce cas-ci, c'est Family Search. Il faut avoir un compte. Euh, le compte, il est gratuit chez Family Search. Je vais tout le temps chercher les images qui sont soit gratuites ou soit de bonne qualité. Fait que dans ce cas-ci, j'ai choisi les images de Family Search. Il faut vous ouvrir un. Bon, ça c'est mon compte. Là. Il faut s'ouvrir une session. Quand la session est ouverte, vous allez tomber directement sur l'image de l'acte qui se trouve être ici. Si on parlait du mariage de Guillaume Hébert, fait que normalement, elle devrait être sur cette page-là. Là, mon internet est un petit peu lente pour l'instant. Fait que on voit pas, pour une raison inconnue, on voit pas l'image très claire, mais elle va le devenir. Ah, voilà, elle est devenue claire. Guillaume Hébert, c'est ici, je crois. Ouais, ici, Guillaume Hébert. Guillaume Hébert avec Hélène Desportes. Donc, ça, c'est pour vous montrer que c'est gratuit. Vous pouvez, de plus en plus, je vais indexer les images, les sources primaires. C'est un travail que je fais. Euh, Bref, c'est à peu près ça qu'on peut voir sur les faits événements. Est-ce que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que quand vous voyez une fiche individuelle comme ça, est-ce que on n'a plus besoin d'y revenir parce qu'il n'y a plus aucun élément qui va être ajouté? Non. Le projet Patrimoine Québec, lui, il continue à ajouter des événements, des actes notariés vont être ajoutés on va dire ici, là, on est rendu avec Guillaume Hébert. Là. Bon, ben,
il va continuer à être des événements vont continuer à être ajoutés. De quelle façon qu'on peut le voir, c'est en retournant à la page d'accueil, puis dans les événements ici, les changements qui ont été faits dans les 7 derniers jours, souvent c'est là que vous allez vous constater, ou bien si vous vous êtes constitué des favoris que vous voulez, ben, vous pouvez y aller par là, vous allez pouvoir constamment voir des changements. Une autre manière de le voir aussi, mais j'y vais pas, c'est de façon plus générale, c'est à la page d'accueil de Patrimoine Québec. Vous avez aussi les changements qui ont été apportés dans le dernier mois. C'est ça qui est intéressant. Ça fait le tour un peu de comment fonctionner avec la base de données Le Furteur. Euh, c'est un outil de plus. C'est pas, je dis pas que c'est le meilleur que d'autres. C'est tout simplement un autre outil qui vous aide. La différence, comme j'ai déjà dit auparavant, c'est que j'essaie d'ajouter des événements plus que juste euh, la naissance, le baptême, le mariage, le décès. Je veux que ça soit que tous les événements euh, se convergent vers un fichier d'individus. Fait que ça va devenir, avec le temps, la base de données, le furteur va devenir une base très importante pour connaître de façon exhaustive euh, les événements d'un certain ancêtre en particulier. Fait que soyez patient parce que chaque jour, on rajoute des informations. Ça conclut un peu le tour de la base de données, le furteur, le fonctionnement et les quelques trucs, comment on peut l'utiliser, cet outil-là, de façon efficace. J'espère que vous avez aimé ça et j'espère que ça va vous aider à faire des recherches, à utiliser cet outil-là. Euh, euh, Comme je vous dis, en résumé, l'inscription est gratuite, ça ne vous engage à rien, puis c'est tout simplement un bel outil gratuit à utiliser. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes recherches et continuez à consulter le grand projet Patrimoine Québec qui change, qui est évolutif, puis qui a des ajouts de façon journalière. Donc, bonne journée, merci, au revoir.